Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Maître Hervé Diakessé. Il est porte-parole du CLC et acteur de la société civile, avocat. Bonsoir Maître Hervé Diakessé, comment allez-vous? Ça va très bien. Avec vous, nous allons essayer de passer en revue l'actualité de l'heure et spécialement nous allons parler de cette affaire RAM qui, moi j'ai toujours dit que c'était une taxe controversée qui fait souffrir à la population. Alors Maître Hervé Diakessé, entrons directement dans le vif du sujet. Affaire RAM, pendant que l'IGF a dû se dessaisir de ces dossiers parce que la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale s'est saisie de ces dossiers lors de la loi de finances 2022, finalement, l'ECOFIN de l'Assemblée nationale a fait voter une recommandation portant suppression de cette taxe pour laquelle elle n'a retrouvé aucun sous-bassement. De même, sur recommandation de l'ECOFIN, le Sénat a également voté une recommandation au gouvernement. Voilà, parce que là, je suis en train un peu de lire au gouvernement pour la suppression de cette taxe illégale. Mais on constate que cette taxe continue à s'appliquer sur tous les propriétaires de ces téléphones mobiles sur l'ensemble du territoire. Votre réaction à chaud? Alors, très bien. Alors, on va être un pédagogue parce que vous voyez la difficulté que vous avez vous-même à situer, c'est que RAM, vous appelez taxe, des fois. Oui. Non. Les impôts comme les taxes sont définis par la loi, de manière très sommaire. Okay? L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire qui est prévu par la loi et que l'État récupère auprès des particuliers, éventuellement en fonction de leurs revenus, en fonction de leur fortune ou en fonction de certaines surfaces qu'ils occupent sur les plans fonciers. Ce n'est pas le cas puisque de toute façon notre Constitution dit il n'y a d'impôt que celle que la loi a prévue. Ce n'est pas non plus une taxe. RAM n'est pas une taxe parce qu'une taxe, c'est ce que nous payons en contrepartie du service que l'État nous rend, soit sur le plan de l'environnement, soit sur le plan du transport, soit des fois pour les carburants, donc, tout un ensemble de choses. Il y a de contrepartie dans un service. Le ministre en charge des PTNTIC n'a même pas été en mesure de définir ce qu'était RAM. RAM, c'est comme une sorte d'ovni fiscal, hein, une sorte d'objet fiscal non identifié. On ne sait pas le déterminer. Et on nous a parlé d'une rémunération. Mais une rémunération, c'est le paiement d'une prestation en contrepartie, à la rigueur, des bénéfices d'une prestation. Ceux qui ont créé ces systèmes, quand on a suivi le ministre de PTNTIC très attentivement, il a d'abord dit que RAM devrait nous aider à élargir le Wi-Fi, soit à financer la gratuité, ou d'autres nous ont dit... Non, pas financer, accompagner bon, la gratuité. Alors, tout ça, c'est des blagues. D'abord, certains, ceux qui l'ont mis en place au niveau de la RPTC, nous ont dit, RAM, c'était d'abord pour certifier le caractère original de nos téléphones par rapport à la contrefaçon. Donc, c'était une manière de lutter contre la contrefaçon. Bon, déjà, je ne sais pas quel est le rôle de l'OCC, mais admettons que tel est le cas. Vous certifiez chaque jour là, que mon téléphone est original. Aujourd'hui, vous avez prélevé, demain, vous prélevez pour me dire nous continuons à vous certifier que vous continuez à utiliser un téléphone original alors que vous avez le niveau IMEI. C'était un mensonge. Ils nous ont aussi dit, vous savez, que si vous perdez votre téléphone, parce que vous êtes enregistré au registre, puisque RAM c'est un registre des appareils mobiles, nous sommes en mesure de le localiser, voire de les bloquer. Je me suis donné un exercice sur Twitter pour demander à tous ceux qui faisaient l'objet notamment de prélèvement de RAM, quelles sont les prestations dont ils ont déjà pu bénéficier en dehors de cette ponction. Bien, il y a eu quelqu'un dans la twittosphère qui nous a produit un email qu'ils ont envoyé à RAM quand il a perdu son téléphone en donnant les emails. RAM lui a dit qu'il n'était pas en mesure, donc ils étaient désolés, mais ils ne pouvaient pas localiser son téléphone. Et dans tous les cas, pour le bloquer, il n'avait pas les dispositifs, mais il l'incitait, lui, à aller auprès de la représentation de l'entreprise qui avait fabriqué son téléphone ici pour les désactiver. Donc voilà un peu le contexte, le contour de ce que
RAM, ce n'est pas une loi, parce que dans ces pays, il n'y a que deux structures qui élaborent la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme vous l'avez si bien dit, ils ont dit il n'y en a pas. Et ce n'est pas non plus une taxe. Mais ce qui est plus grave, lors des débats à l'Assemblée, des questions ont été posées au ministre de PTNTIC. Depuis que RAM a commencé à nous prélever, quelle somme aujourd'hui a pu être ponctionnée aux citoyens congolais? Le montant, on ne le connaît toujours pas. Et c'est des millions. Des deux. Où se trouvent logés ces montants? Puisque si c'était un impôt ou une taxe, c'est l'argent de l'État. Donc il doit être logé au trésor ou dans le compte de l'État. Et c'est facile, par un extrait des comptes, de savoir où se trouve cet argent et combien on nous a pris. Cet argent n'est même pas logé au compte du trésor, puisqu'on vous dit non seulement qu'il n'a pas de soubassement, mais il n'est pas traçable. La traçabilité, c'est cette capacité de pouvoir savoir où il a été ponctionné et où il se trouve logé. Donc, lorsque vous avez quelque chose que la loi n'a pas prévu, qui n'est ni un impôt ni une taxe, mais qu'on continue à vous prendre de force, et on ne sait pas où se trouve l'argent, c'est ça la définition du vol en droit pénal, une soustraction frauduleuse de ce qui vous appartient. Le ministre de PTNTIC n'avait pas convaincu. Il n'a non seulement pas convaincu, ce n'est pas tellement le problème du ministre des PTNTIC. C'est un problème de légalité du dispositif qui nous prend notre argent. Ce n'est pas l'argent du ministre, c'est l'argent des citoyens congolais. On nous prend notre argent et on utilise les moyens de l'État. Parce que le fait, vous savez les caractères, la particularité de l'impôt, à la différence de la taxe, je paye et l'État me fait une contrepartie. Je peux payer une attestation, un acte de naissance, un acte de mariage, etc. Avec cette taxe, il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Mais par contre, l'impôt, ce n'est pas une contrepartie, c'est un prélèvement obligatoire. Bon, chez nous, c'est par déclaration préalable. Donc, ici, ils ont utilisé les moyens de l'État. Parce que la capacité de prélever obligatoirement, sans contrepartie, c'est ça la prérogative du pouvoir public. Et pour une somme d'argent dont nous ne connaissons ni la hauteur, ni la destination à aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux dans une république. J'ai reçu dans une de mes émissions, j'ai reçu le directeur de cabinet du ministre de PTNTIC qui a dit que le RAM, l'argent perçu, est logé dans le compte de RPTC qui est géré par la présidence. Alors, dans ces cas, ils auraient dû être en mesure de nous dire combien il a déjà été prélevé jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi ce n'est pas logé au compte du Trésor? Puisque la présidence elle-même est dotée, le président reçoit de la dotation. Ben, il a dit que c'était une taxe spéciale. Ce n'est pas une taxe, parce que ceux qui en élaborent vous disent que ça n'est pas une. Spéciale par rapport à quoi? Il n'existe pas de taxe spéciale. Et même si tel était le cas, il faut un soubassement. Un soubassement, ça veut dire un acte générateur, un acte juridique qui donne une légitimité, une légalité ou une régularité aux ponctions. Or, tel n'est pas le cas. Dans ces cas, qui prend cet argent? Pourquoi les prend-on? Pourquoi doit-on continuer? Raison pour laquelle des citoyens congolais m'avaient constitué avec quelques confrères comme avocat. Alors, dans ces cas, lorsque des gens font l'objet de prélèvements, de sommes d'argent, et qu'on dit que la loi l'a interdit, on voit un avocat, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, le tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, avait saisi ces dossiers. Il a demandé aux sociétés de télécommunications de cesser. Non, c'était pas ça. C'est le buzz que l'affaire... Voilà, permettez-moi de rétablir. Il a été arrêté. Et puis on apprend qu'il a été libéré. Il a été libéré. Oui. Alors, voilà en réalité ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes constitués avocats de nos clients, qu'est-ce que nous relevons? La première chose, c'est que si le dispositif RAM est mis en place et continue à prélever indûment l'argent, c'est parce que les entreprises de télécommunications facilitent ces mécanismes puisqu'ils prennent en fait les sommes d'argent que les consommateurs utilisent en rechargeant leur crédit pour les appels. Donc, ils ponctionnent dans les crédits. Alors, pour mes clients, c'est très simple. Ils ont un contrat avec les entreprises de télécommunications et les entreprises de télécommunications leur prennent leur argent. Donc, il faut d'abord
dire à ces entreprises de télécommunications d'arrêter. D'arrêter parce que s'ils veulent se cacher derrière l'idée qu'ils obéissent à l'autorité, on va leur dire que la Constitution vous dit qu'un ordre manifestement illégal ne s'exécute pas. Or, RAM est illégal. Tous ceux qui l'ont mis, tous ceux qui élaborent la loi vous disent que c'est illégal, vous devez cesser les prélèvements. Donc, continuez à obéir à un ordre illégal, faites de vous des complices parce que vous nous prenez notre argent sous prétexte que vous obéissez à un ordre illégal. Donc, c'est la question maintenant que le tribunal devait avoir à trancher. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une sommation. Donc, nous allons au greffe du tribunal, à la requête de mes clients, pour demander, et pour ce cas précis, il y avait 3 entreprises de télécommunications, Vodacom, RTL et Orange, pour leur demander de cesser les prélèvements. Sinon, mes clients vont réclamer à la justice que par acte de prélèvement ultérieur qui est illégal, ils seront condamnés à leur payer $1000, l'équivalent franco des $1000 par acte de prélèvement, sans préjudice des dommages et intérêts qu'on allait les assigner. Donc c'était ça le but de la sommation. C'est un acte extrajudiciaire à l'initiative des privés, mais pour donner une injonction. Arrêtez, sinon maintenant nous allons saisir la justice. Si vous arrêtez, il n'y a plus de problème, on ne saisit plus la justice, ou bien ce sera pour autre chose. Maintenant, quand cette sommation a été notifiée, signifiée à ces entreprises, il y a eu au niveau des médias une sorte de buzz inouï, parce que la question de RAM nous frappe tous et ça crée une attente. Oui. On a cru que les tribunaux avaient ordonné la cessation. Non. Donc les tribunaux n'avaient pas ordonné. Non, parce qu'un tribunal ou une juridiction s'exprime par des actes. Quand c'est un tribunal, c'est par un jugement. Si c'est une cour, c'est par un arrêt. Okay. Donc si ce n'est ni un jugement ni un arrêt, ce n'est pas une décision de justice. Et donc une sommation n'est pas une décision de justice, une sommation c'est une injonction. C'est juste que des gens peuvent passer par les greffes du tribunal ou par des huissiers libéraux, vous demander d'arrêter de faire quelque chose. Par exemple, je peux avoir un client qui est lésé par des propos tenus sur votre plateau. Il voudrait exercer un droit de réponse. Il peut vous sommer à ouvrir la possibilité d'exercer un droit de réponse dans un délai bref parce que son honneur est en train d'être sali. Vous voyez? Donc, on peut vous notifier ça. Ce n'est pas vous amener en justice. Mais si, par contre, vous persistez à ne pas accorder ces droits, là, on va en justice. Quand nous en sommes arrivés là, donc il y a eu ces buzz, à la rigueur, qu'est-ce que le tribunal aurait dû faire? C'est de sortir un communiqué en disant « Attention, pour le moment, nous n'avons pas encore statué sur cette affaire parce que de toute façon, personne ne nous a encore saisi. C'est encore une affaire qui est en dehors du prétoire. » Au lieu de cela, c'est un communiqué qui dit que la sommation était un acte qui n'était pas authentique. Et que d'ailleurs, les agents de justice qui l'ont instrumenté seraient en fuite. Donc c'était pour discréditer une démarche qui n'appartient pas au tribunal, c'est une démarche des citoyens. Mais bon, ça pouvait se régler par des démentis. Mais le lendemain, donc, la sommation a été notifiée le lundi 24 janvier, le communiqué sort le mardi 25 janvier. Le même mardi 25 janvier, le greffier Jules Ngoy est arrêté au parquet des grandes instances de Gombe et le mercredi 26, il est acheminé à Makala. Dieu soit loué, depuis hier, les jeudis 27 janvier, il a été libéré du fait de notre mobilisation. Et ça, c'est dangereux. Et quelle est la prochaine étape Nous allons assigner de votre combat? Parce qu'en fait, le but, c'était, en arrêtant ces greffiers, c'était envoyer un message à tous les autres. Parce que si on ne peut pas, les greffiers sont arrêtés, nous ne pouvons plus faire enrôler la procédure au tribunal pour qu'ils aillent encore signifier les assignations. C'était ça le grand danger. Alors, aujourd'hui, il y a eu, j'ai suivi aussi à travers les réseaux sociaux, des réactions positives et citoyennes par rapport à ça. Nous avons une réaction, moi en tant qu'avocat, c'est saisir les tribunaux. Mais les autres citoyens estiment qu'on peut aussi faire une pression aux sociétés de télécommunications. Alors leur approche, c'est de dire, nous pouvons sacrifier un week-end,
chaque vendredi à partir de 23h jusqu'à dimanche à partir de 20h, en nous abstenant de procéder à des recharges téléphoniques. Ça évitera qu'on puisse prélever notre argent d'une part, mais d'autre part, ça créera une perte financière auprès de ces entreprises, ce qui les amènera à comprendre la douleur que nous ressentons quand nous ponctionnons notre argent indûment, et nous créerons un rapport de force pour mettre à bas ces systèmes. Êtes-vous sûr que ça va marcher? Il faut essayer. Les Congolais vont adhérer. Vous savez, il y a toujours un moment où nous devons faire les choix, où on nous marche dessus, parce que RAM, c'est illégal. RAM n'est pas une taxe, RAM n'est pas un impôt. L'Assemblée nationale a siégé là-dessus. Bah oui, le Sénat le dit. Oui, c'est vrai que la population aussi a sa part de responsabilité. Exactement. Parce que la population doit se lever, la population doit s'assumer. Oui. Moi, j'ai fait ma part. Moi, je veux qu'un jour, je ne sais pas, quand mes enfants me poseront la question, mais pendant qu'on vous ponctionnait, pendant que vous saviez que ce n'était pas légal, mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai l'impression que les Congolais ne revendiquent pas trop. Hein. Ce n'est pas de notre culture ou comment? Non, le peuple congolais a revendiqué. Madame, il y a hausse de prix des denrées alimentaires. On ne dit rien. Il est vrai qu'il y a un système qui, dans ces pays, veut profiter de la résignation du peuple congolais. La population est toujours derrière les politiques. Il y a de la diversion, des fois. Des fois, on nous reproche, nous, par exemple, au niveau du CLC, vous ne parlez pas trop du social de la population, vous ne faites pas ceci, vous êtes plus dans la CENI, vous êtes plus dans... Alors que tout ça est lié. Mais après, on leur dit, non. Par exemple, pour la question de RAM, nous, on avait organisé une manifestation. Et les gens nous disaient, oui, mais vous ne parlez pas assez de nos problèmes comme RAM et tout, etc. Et à un moment donné, on a bien compris que c'était lié. C'est la nature du système qui se met en place. Si les gens peuvent, en violation de toute loi, vous prendre votre argent, quelle est la loi qui les bloquera lorsqu'il s'agira, par exemple, de vous arracher vos voix lors des élections? Rien. Rien, c'est ça. Mais cette RAM, hein, revenons un peu à cette affaire RAM, on ne cessera pas d'en parler. RAM a été instituée par le Premier ministre Muzito à l'époque, mais qui n'a pas été appliqué. Et Ilunga Kamba l'a confirmé, ça n'a pas été appliqué. Donc, mais pourquoi seulement avec Sama Lukonde? C'est Sama Lukonde qui a appliqué. Pourquoi? Alors, je ne sais vraiment pas, parce que d'ailleurs maintenant on a une nouvelle loi sur les télécommunications qui, lorsqu'on analyse ça très bien, elle supprime même tous ces dispositifs, y compris même les rémunérations de la RPTC. Hein, les dispositions antérieures qui préexistaient à cette loi sont abrogées par cette loi. Mais on ne va pas entrer dans ces débats des techniciens. Peut-être ceux qui nous suivent peuvent aller mieux se documenter sur la question avec la nouvelle loi sur les télécoms. Parce que toutes les autorités de régulation là ont été élaguées et supprimées. Mais la vraie question pour nous, que ce soit Sama Lukonde, que ce soit d'autres qui l'ont précédé, la vraie question est, il n'y a pas un soubassement légal. Ce n'est ni un impôt, ni une taxe. Et si c'est une rémunération, je ne rémunère pas quelqu'un qui ne fait pas une prestation pour moi. Ouais, c'est ça le problème, l'Assemblée nationale l'a prouvé. Mais... Donc on nous prend notre argent en violation de la loi. Et par la ruse et par la force. Donc nous allons continuer à pleurer. Inquiète la population et que Sama Lukonde, le Premier ministre, ne réagit pas. Ne réagit pas. Jusque-là, les députés ont demandé tout simplement la suppression de cette taxe qui fait souffrir la population. Mais jusque-là... Donc dans ces cas... Pourquoi il ne réagit pas? C'est ça le problème. Dans ces cas, le souverain primaire doit reprendre ses prérogatives. C'est ce que nous faisons. Nous sommes victimes, il s'agit de notre argent. Nous ne quémandons pas, nous ne demandons pas les secours de qui que ce soit. Nous disons arrêtez de nous voler. Si c'était des impôts, nous payerons. Si c'était des taxes, nous payerons. Mais ce n'est ni un impôt, ni une taxe, c'est rien. C'est un OFNI, c'est un objet fiscal non identifié. C'est du vol. Rendez notre argent et arrêtez de pensionner notre argent. Et la présidence y est pour quelque chose?
Je ne sais Puisque pas qui... c'est la présidence qui gère, hein, il paraît. Bon, ça c'est... RPTC, oui. Mais la présidence, Par la présidence. si elle doit gérer, je crois qu'il y a une chaîne de dépenses. L'argent est à l'RPTC qui est géré par la présidence. Donc, Ah, il faut maintenant la qu'on nous dise. présidence qui envoie qui à la présidence? Mais alors, Ben, pour ne pas dire le président de la République, hein, ben, je ne sais pas. nous, en tout cas, ça C'est un nous peu aide. compliqué. Mes clients, ça, c'est vraiment, ça les indiffère à l'extrême. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne prenne plus leur argent. Après, nous parlerons de l'argent qu'on nous a déjà pris avant. Mais pour le moment, nous ne voulons plus qu'on nous prenne notre argent parce que l'Assemblée nationale... Mais personne n'est et le d'accord Sénat- avec, même les politiques, même Mais alors comment les membres de l'Union sacrée, nous avons eu Moïse l'a déclaré que c'était du vol, il y a Olivier Kamitatou également, personne ne veut de cette Mais taxe. vous croyez qu'à l'IDPS, les gens sont d'accord avec ça? RAM, c'est en cela que RAM est vraiment un processus de spoliation qui nous frappe tous. Les policiers, les militaires, les civils, les religieux, les laïcs. L'Union sacrée, l'UDPS, la société civile. Même ça- les mamans Bipoupoula, les mamans Tout. qui vendent, même les élèves aussi hein, qui ont des Mais téléphones. remarquez les degrés de nocivité de ces dispositifs. Lorsqu'on a voulu calmer les jeux après les débats de l'Assemblée, le gouvernement nous a pris une décision totalement bâtarde, mi-figue, mi-raisin. Bon, écoutez, on ne frappera plus tous les téléphones au-delà du dispositif du DG. Mais même si vous allez sur Twitter, les gens ont posté leur téléphone 2G où on leur a ponctionné cet argent. Pire, on nous avait dit c'est un prélèvement qui, après une certaine somme, c'est quoi, les 10, 12 dollars, je ne sais plus trop, on ne nous prélève plus. Et on vous envoie un message. 7 $, je crois. Félicitations, vous avez atteint votre solde complet. Le lendemain, on vous prélève à nouveau. Je ne veux pas utiliser des expressions triviales, mais c'est du foutage des gueules. Les gens sont en train d'insulter notre intelligence, Donc, de nous prendre notre argent. il faut mettre la pression au gouvernement, au Premier ministre. Chacun fait sa part. Ceux qui ont pris l'initiative de boycotter les entreprises de télécommunications, qu'ils les fassent. Ceux qui vont penser qu'ils doivent faire des marches, qu'ils le fassent. Ceux qui pensent qu'ils doivent faire des sit-ins, qu'ils les fassent. Ceux qui pensent aussi qu'on doit saisir la justice, nous allons le faire. Ceux qui pensent qu'ils doivent interpeller les députés et que d'ici la session de mars, il faut remettre... Parce que normalement, d'après les règlements intérieurs de l'Assemblée, lorsqu'on a fait des recommandations à un membre du gouvernement, et qui ne les a pas exécutés, c'est un outrage à l'Assemblée. Il y a des conséquences pour ça. Qu'ils s'assument. Qu'ils s'assument. Mais tout ce que nous demandons, qu'est-ce que nous vous avons fait pour continuer à prendre notre argent? Nous ne parlons pas de l'argent de l'État. Nous ne parlons pas de l'argent des gens qui, sous l'impulsion, commencent à faire des dons. C'est l'argent de mes clients et ils ne veulent plus qu'on touche à leur argent. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on est allé en justice. On a voulu nous empêcher d'aller en justice. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la fin si tout ce que vous allez faire, hein, toutes vos démarches là que vous allez entreprendre, et si ça ne marchait pas? Le peuple s'assumera. Mais pour le moment, il vaut mieux ne pas trop provoquer la colère du peuple. Ces gens ne vous demandent pas votre argent. Et la grogne sociale, c'est toujours quelque chose qu'il faut éviter. Hein? Les gens ont beaucoup de difficultés. Sociales, hein? Oui, parce que là, vous prenez le peu qui se trouve. Vous savez que même Dieu, pour la dîme, un dixième, il vous demande d'aller déposer. Il ne vous les prend pas à la source. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais il vous suggère d'amener... On vous impose cette taxe. Voilà. Hein? Mais Cette taxe est vraiment imposée. Mais ce n'est pas une taxe, madame. C'est ce que je me tue à vous on dire. est habitué à appeler. Non, c'est quand vous donnez le nom de taxe, vous lui donnez une légitimité. Parce qu'une taxe peut être unique. Mais c'est une taxe, comme au péage. Nous payons une taxe. Oui. Le coût peut être élevé, on peut s'énerver, mais il y a une contrepartie. Vous payez parce que nous réhabilitons chaque tronçon et nous vous permettons de circuler peut-être aisément sur des routes bitumées. Mais RAM n'est rien de tout ça. Il n'a aucune base. Donc je me tue à les répéter. RAM n'est pas prévu par la loi. Or, on ne peut pas vous prendre de l'argent au titre de l'impôt si la loi ne l'a pas prévu. RAM n'est pas une taxe parce qu'il n'a aucun acte qu'il a généré juridiquement. Donc RAM, c'est du vol. C'est du vol.
Et contre un voleur, on se plaint, on le dénonce et on lui demande de cesser et on l'oblige à rembourser. Bien, voilà, nous allons passer à autre chose rapidement. Le bilan de Félix Tshisekedi, on en parle encore, c'est partie de l'actualité. Et que pensez-vous du bilan? Madame Pochon, 3 ans après. J'étais de ceux, et je crois aussi au niveau du CLC, qui avions d'abord encouragé les chefs de l'État à quitter les FCC Cash parce que nous étions en train de tourner en rond, alors même qu'il est là comme le dépositaire d'un double héritage. Du combat des 13 parlementaires qui, à un moment donné, avait fait une rupture avec un régime totalitaire parce qu'ils pensaient qu'on devrait démocratiser le pays, et aussi du combat des martyrs de l'alternance, qui ont été tués dans les églises, qui n'avaient pas l'ambition d'être président, ministre ou député. Et que son propre parti, l'UDPS, porte les stigmates de ces combats, parce que les sièges avaient été incendiés avec des gens dedans. Oui. Donc, il y a trop d'espoir dans sa présence à la tête du pays pour qu'il s'autorise les luxes de ne pas réussir. Pour ne pas donner de la voix à ceux qui portent une lourde responsabilité dans ce que ces pays commençaient à avoir comme dérive, de dire, vous comprenez que nous valions mieux. Donc c'est tout ça, c'est que nous voulions qu'il fasse. Malheureusement, au début, il y a eu, parlons d'abord du positif. Positif ou négatif, oui. Les billets d'avion ont baissé, ça c'est quelque chose de positif. Il y a eu l'IGF, le procès de 100 jours. Et puis, donc, le président avait, à mon sens, bon, il y a eu aussi... il a la volonté de bien faire les choses. L'affaire vous voyez, l'ANER, sa multiprésence des polices politiques, des répressions, en tout cas... Il avait promis de changer exactement, la qualité de service. Exactement, oui, voilà. Oui. Mais après, nous avons basculé dans les reculs. Nous avons le procès de 100 jours qui était pédagogiquement dissuasif, parce que c'est rare de voir un proche collaborateur du chef de l'État, son DIRCAB, et qui plus est son allié politique le plus proche, s'est retrouvé en justice. Ça, c'était quelque chose d'impressionnant. Dans ces pays, les régimes précédents n'ont pas fait des procès en ce qui concerne la dilapidation des ressources de l'État. Mais après, le tombeau est vide. Oui. Tous ceux qui étaient concernés par cette affaire sont tous dehors ou dans la nature, et ceux qui sont dehors par des situations juridiquement contestables. Ce n'est pas fini. L'IGF, ça c'est toujours dans les finances publiques. Pourquoi? Parce qu'il fallait dissuader la délinquance politique. Nous comprenons que les acteurs politiques congolais n'aiment pas l'opposition parce que le pouvoir, c'est les lieux où ils obtiennent des avantages indus, où ils peuvent monnayer leurs influences, et pourquoi ils doivent toujours s'accrocher au camp du pouvoir. Et l'IGF a été le moyen de dissuasion sur le respect des fonds de l'État. Malheureusement, l'IGF a été en difficulté d'auditer au niveau de la présidence et l'IGF commence à être perçu comme l'ANER financier de l'actuel régime qui frappe plus ceux qu'on veut neutraliser dans les camps de ceux qui sont perçus comme des opposants. Mais moi, je suis un fervent partisan de l'IGF qui peut être mis à l'actif de Félix Tshisekedi comme étant quand même l'institution qui a eu ses lettres de noblesse sous son régime. Mais bon, après, on a un recul des libertés publiques. J'ai dit, l'ANER n'arrête même plus peut-être... Vous avez oublié, la réserve d'échange, 10 milliards aussi, fait partie du côté positif du bilan. Mais j'aimerais bien le voir dans la vie active, parce que si on a une réserve d'échange de 10 milliards et que dans l'entretemps... Non, la gratuité de l'enseignement, il y a un recul parce qu'elle a été menée de manière catastrophique, alors que l'idée était bonne, l'idée est constitutionnelle, mais sauf que ce qui est gratuit, il est gratuit pour les bénéficiaires, mais quelqu'un d'autre paye. Mais c'est quand on a voulu que d'autres personnes... que ceux qui ont pris l'initiative payent, c'est là où ça coince. La gratuité de l'enseignement, c'est un peu comme RAM. Le dispositif est mis en place, mais c'est d'autres qui payent. Ça, c'est dangereux. Alors, nous avons cette situation de recul des libertés publiques parce que les manifestations publiques, autres que ceux du camp au pouvoir, commencent à être réprimés. Ça, c'est inadmissible. Nous avions voulu organiser une marche justement sur cette situation de RAM parce que ça nous avait été demandé par la population. Le gouverneur Ngobila a allégué que
vous savez, il y a prolifération de Covid dans la ville, et donc la marche, alors qu'elle est en plein air, ça ne peut pas se passer. Mais Augustin Kabouya a tenu sa matinée politique tranquillement, avec des foules tassées, massées. Et même Mbosso aussi. Hein, Mbosso aussi, bon, vous voyez. Et la semaine avant, c'était mon ami Sylvain Loumou qui avait réuni les gens à la Tiangou. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on ne s'est pas battu pour reprendre les mêmes méthodes que Kimbuta avait dans le temps. Et avec toute l'estime que j'ai pour Gentini Ngobila, qui avait été très coopératif pour un début, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une faveur quand on organise une manifestation. Donc il y a un recul de la liberté publique. Les manifestations ont été réprimées au Katanga. Oui. Violemment. Violemment. Vous savez, des fois, j'entends des amis pour rigoler, en train de dire « Ah, il faut aussi que les FCC goûtent au lacrymogène, qu'ils goûtent un peu au tir, etc. » Parce que eux aussi, ils avaient fait ça aux autres. C'est vrai. Mais on est en démocratie. Nous ne nous battions pas pour que les autres goûtent au lacrymogène. Nous nous battions pour que tout le monde, y compris ceux qui ne pensent pas comme nous, ait la latitude de manifester. Si vous commencez à les réprimer comme ça, c'est inadmissible. Vous voyez, on a un recul des libertés publiques aujourd'hui. Et des fois, des entraves des journalistes pour sortir, etc. Ça, c'est des méthodes du régime passé que nous avions tous décriées. Alors, peut-être... Je vais vous faire une petite illustration. Il y a même des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, mais jusque-là, ils sont toujours en prison. Dont Jacques Ndala. Oui. Voilà, si des gens bénéficient de la grâce présidentielle et qu'il y a une ordonnance qui fixe les cadres généraux, il faut que les arrêtés du ministre de la Justice... Puisque... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout ça. On avait... Non, parce que normalement, quand les chefs de l'État rendent public une ordonnance de grâce, il donne le cadre général. Il dit, voilà, je vais gracier les personnes qui ont été emprisonnées ou bien dont la peine a atteint telle durée d'exécution, mais j'exonère de cette grâce les personnes qui ont été condamnées pour ça. Normalement, c'est détournement de deniers publics, exclu de la grâce, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, cas de viol ou de mœurs, exclut de la grâce. Voilà. C'est lui qui donne. Quand il a fixé les cadres, les ministres de la Justice ainsi que les procureurs généraux qui se chargent de l'exécution donnent la liste des personnes qui sont éligibles à ces cadres légaux. Est-ce qu'on en est encore là et pourquoi ça traîne? Ce n'est pas possible. C'est psychologiquement inadmissible. Mais moi, je voulais faire juste une petite illustration de quelque chose que j'ai remarqué qui est préoccupant. Entre le 20 décembre et le 10 janvier, le président de la République et les régimes Union Sacrée ont vécu des moments qui, pour moi, sont des signaux dangereux. Nous avons l'affaire des DJ Trouble King, francophonie. Francophonie, oui. On n'a pas fini cette affaire, le président va dans le Kasaï. Et là, les gens ne lui mâchent pas les mots. Hein. On lui dit, vous êtes environné de voleurs. Chile Gelou, c'est une farce. Or, Chile Gelou vient à la suite des 100 jours. Des 100 jours, oui. Vous voyez, ce n'est pas fini. Pendant qu'il est encore au Kasaï, ses conseillers se battent au barrage de Katende. Chacun revendiquant tout ce qu'il a fait comme lutte qui lui donne préséance. On n'a pas fini. Pendant qu'on est toujours là. Marcelin Bilomba contre Ngoïka Sanji sur le coup des écoles, je ne sais pas moi, qui ressemble un peu au fameux débat qu'on avait avec l'immeuble intelligent dans les champs. Ce n'est pas fini. Toujours pendant cette même période, Kabound et ses policiers... Oui, l'incident qui est... Ce n'est pas un incident, c'est une situation très grave dans une démocratie. D'abord, primo, la garde d'un député n'est pas chargée de régler la circulation routière. C'est des excès des ailes intempestifs et inadmissibles, surtout de la part d'un législateur. Et surtout, on a désarmé un militaire. Mais plus grave, beaucoup plus grave que cet acte d'excès des ailes, parce que quand même les véhicules concernés avaient violé le code de la route, et ça c'est malgré plusieurs décisions. Mais ça n'appartient pas à la garde des Kabound de régler la circulation. Elle est affectée à la protection des VIP.
mais que la garde républicaine, l'unité d'élite de protection du chef de l'État, fasse une descente. Une vendetta chez un élu, Oui. ce n'est plus une question de conflit d'ego dans l'UDPS. C'est une question de l'ordre républicain. Donc si des militaires décident de se venger, vous imaginez si la garde des Kabound s'était défendue par tir d'armes, où est-ce qu'on en serait? C'est l'ordre républicain qui a été mis en danger. Et ça, c'est totalement inadmissible. On se pose toujours la question. Mais et aujourd'hui, on n'a aucune suite. Qui a donné l'ordre? On n'a aucune suite, rien du tout. C'est à l'auditeur général de nous donner la réponse. Il faut enquêter pour savoir comment, dans cette succession d'événements, on a eu une unité d'élite de protection du chef de l'État qui soit entrée, procéder à une violation de domicile, à procéder à des coups et blessures volontaires, à des destructions méchantes, à des agressions physiques, à des violences corporelles et en violation du consigne militaire. Qui a incité ces militaires à poser des actes contraires au devoir? Sommes-nous toujours dans un état de droit, selon vous? Ça questionne l'état des droits. Le fait que les gens commettent des infractions ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'état des droits. C'est le fait de les laisser commettre en restant impunis. Oui, parce qu'il n'y a pas de suivi jusque-là. C'est ça qui questionne. Et on se retrouve aussi avec un greffier qui fait une sommation judiciaire, qui passe 48 heures en détention à Makala, pendant qu'on a eu des gens qui ont eu des condamnations pour des détournements de deniers publics, qui se retrouvent certains en dehors, avec des situations juridiques contestables. Êtes-vous d'avis avec ceux qui disent que non, Fachi fait pire que Kabila? Non. Là aussi, on entre souvent dans les sentiments et dans l'émotionnel. Bon, en même temps, maintenant, il faut qu'on ait les paramètres d'appréciation, ok? Un de vos confrères m'avait posé même la question entre Fachi, Kabila ou Fayoulou, qui est le pire ou qui est le meilleur? Non, la politique n'est pas binaire. La politique est nuancée. Il faut juger chacun dans son contexte et avec les moyens dont il disposait. En Kabila, j'apprécie les nationalismes et les patriotismes, ok? Mais j'apprécie moins la violence politique dont il a fait montre, surtout alors qu'il était fin mandat. Si Kabila était parti en 2016, il serait sorti très grand dans l'histoire de ces pays. Et Rossi sera encore en vie, Kapangala serait en vie. Vous vous rendez compte, les mêmes gens qui lui ont dit Kabila désire, Toton dit on a noté. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont maintenant chez Fachi. Hein? Vous vous rendez compte? Les mêmes qui faisaient des conférences de presse. Il n'a que 2 ans. Des conférences de presse. Ils traitaient Fachi d'adolescent politique, de fils à papa. Ils sont aujourd'hui ses porte-parole. Et eux sont là pour choisir les bons kabilistes et les mauvais. Et aux autres, non, vous défilez avec des assassins. Mais vous êtes avec ceux qui nous ont coupé Internet et qui nous empêchaient de pouvoir faire les bilans des morts. Les gens qui ont traité Rossi, l'assassinat de Rossi, que c'était un simple fait divers, c'était un badaud. Kabila dit que non, on n'a pas géré seul, hein, Fachi. Il faut inclure cette coalition FCC Cash avec Mabunda et le peuple appréciera, mais quand Kabila a géré, avec l'Union sacrée aussi, avec Moïse Katumbi, donc ils vont partager l'échec. Mais pourquoi on s'arrête tellement à Kabila? Qu'on ajoute aussi Mobutu, Kassavubu et Léopold II, continuons. Et après, on va ajouter les ciels. Et quelqu'un doit assumer. Vous voyez? Trouvez-vous que Fachi indexe trop les autres? Laissez-moi d'abord progresser à Kabila aussi il a trouvé le pays divisé. Exact. Moi, j'ai cité Kabila. Il a géré avec Bemba et les autres. Voilà. Mais il a assumé quand même, il n'a pas indexé. Exactement. Oui. Voilà, par exemple, voilà. Ce que j'apprécie par exemple à Kabila, non seulement ses sens de patriotisme et de nationalisme, il assume. Il assume. Et d'ailleurs, il est taiseux. Donc, il y a des choses inouïes qui ont été dites sur lui, sa nationalité qui a été remise en cause, ses liens familiaux, malgré cela. Monsieur assume. On peut tout dire, il assume. Fachi, moi j'apprécie sa proximité. C'est un personnage sympathique. On a du mal, comme disait Feu Syndicat de Liste Mémoire, que son âme repose en paix, on a du mal à lui en vouloir pendant longtemps. Parce que franchement, vous imaginez Fachi, il est bonhomme, ouvert et tout, et il vous parle, et vous avez même presque tendance à dire non, peut-être qu'il ne sait pas. Alors que c'est lui le chef.
Et du coup, tout le monde, il dit qu'il tout le monde ne sait pas, il n'est au courant attaque son de rien. entourage. C'est lui qui préside le conseil de ministres tous les vendredis. Il a un cabinet. Il a un cabinet. Et puis il regarde informé? WhatsApp comme nous tous. Oui. Il a bien vu que ses conseillers se sont battus à Katende. Oui, voilà. Donc voilà. Ça, c'est moins admissible. Le manque de coordination. Oui, c'est lui les chefs. C'est lui les chefs. C'est lui les chefs. C'est les chefs de l'État. Donc c'est à lui qu'on va se tourner. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Hein. C'est à lui d'assumer. C'est à lui d'assumer. C'est lui le chef. Voilà. Mais ce que j'aime chez lui, c'est ça. Hein. Le président Fachi, c'est quelqu'un d'ouvert, d'accessible, et si bien que tout le monde préfère accuser son entourage. Nous chutons déjà, nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, au dossier Kabound, avec sa démission controversée, on ne sait pas s'il est toujours là. Et s'il partait aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des équilibres à l'UDPS? Je ne sais pas, parce que l'UDPS est un peu divisé. Hein. Je me rappelle toujours quand Kabound élabore la fameuse théorie des deux bonbons. Oui. Je ne savais pas qu'il y aura une démission de bonbons. Il a démissionné, mais il n'a pas démissionné. Écoutez, moi, franchement, ce qui se passe à l'UDPS, ce sont des grands garçons qui s'assument. Qu'ils gèrent leurs affaires à l'interne, qu'ils arrêtent juste de les gérer dans la rue. Ce n'est pas correct. Donc s'ils ont leurs problèmes, qu'ils arrêtent de brûler les pneus sur l'avenue, qu'ils arrêtent de se taper dessus, qu'ils entrent dans leur siège, qu'ils règlent leurs affaires comme un grand parti. Mais qu'ils ne prennent plus des insignes nazis et qu'ils les mettent. Ça m'étonne jusqu'aujourd'hui qu'il n'y ait aucun responsable de l'UDPS, sauf peut-être que je n'ai pas suivi, n'ait désavoué cela. Vous prenez des insignes nazis, vous affichez ça et vous dites Kabound égale Hitler, alors que Kabound a le mandat de diriger l'UDPS. C'est un mandat qui peut être contestable ou pas, ce n'est pas tellement mon affaire, et ils connaissent avec leur statut. Mais donc vous aviez donné mandat à Hitler. Jusque-là, vous l'appeliez premier président. Il est le président là-bas et premier vice-président de l'Assemblée. Non, même quand nous nous battons, même quand nous cessons de nous aimer, gardons quand même une certaine mesure. Il y a donc, trop de révélations sur Kabound, hein, qu'il a des carrés miniers au Katanga. Écoutez, ils ont les ministères... Non, ce n'est pas un Katangais, c'est un Kassaïen. Il y a trop de révélations. C'est un Congolais, et puis c'est leur affaire. Qu'ils gèrent leurs affaires entre eux. Si le fait d'être Katangais était un péché là-bas, qu'ils gèrent. Alors, dernier sujet, rapidement, hein, juste une minute. Il y a eu des nominations... Maître Hervé Diakissé, certains observateurs disent que non, il y a trop de louba quand même hein, dans les entreprises publiques. Hein. Oui, les ressortissants du Kassai. Parce que les termes louba prennent toujours en confusion. Les loubas sont Katanga ou etc. Il y a comment le président de la CENI, un louba, le président de la Cour constitutionnelle, un louba, ministre Finance, un louba, gouverneur de la Banque centrale, ministre Justice, louba. Et maintenant, là, on vient de nommer encore des loups, pas plus de 5 quand même. Hein. Mobutu a lutté contre ça, le népotisme. Népotisme, oui. Écoutez, moi, j'aimerais que nous arrivions dans ces pays à transcender ces questions et que ça ne soit plus un problème. Lorsqu'on a fait face à Ebola... Bon, c'est vrai qu'il y a des loups compétents, ils peuvent travailler, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on a fait face à Ebola, nous avions juste besoin d'un expert. On ne voulait pas connaître sa tribu. Mais ce n'est pas une raison, effectivement, parce que la constitution de notre pays dit que la gestion de l'État doit se faire en tenant compte de la représentativité et de l'équilibre. Ça envoie toujours un mauvais signal. Mais moi, je suis très mal à l'aise dans ces débats. Je suis très mal à l'aise dans ces débats parce que ce soit dans ma famille ou que ce soit dans mon relationnel, etc. Et je veux même vous étonner. J'hésite, je déteste faire référence à la tribalité, à l'ethnopolitique. Ça nous fait reculer, ça ne nous avance nulle part et ça n'a pas de sens en fin de compte. Mais l'instrumentalisation de l'équilibre tribal, quel que soit son bénéficiaire, est une politique dangereuse. Dieu nous a donné, et c'est un grand avantage que nous avons sur tous nos voisins, un pays avec une multiplicité d'ethnies. C'est pour qu'il n'y ait pas un groupe qui puisse avoir l'ascendant sur les autres. C'est une grande richesse que nous devons apprécier. Vous savez, moi, quand j'écoute Jibem Piana, je ne cherche pas à savoir où est sa tribu. Je veux sa chanson, c'est tout. Quand j'écoute Emene Akester de la même façon. Donc, je ne veux pas savoir d'où il est venu. Ça m'indiffère à l'extrême. On doit. De la même manière aussi, mais ce qui est dangereux, c'est qu'il ne faut pas faire un voile hypocrite. On dit, bon, dans ce cas, n'en parlons plus. Non. On dit que le président nous avons des origines.
a mis en pratique le Machia Moumeno. Et c'est pas très bien. S'il se rend compte que ça donne cette... Il est notre frère à tous, il est le président de tout le monde, ceux qui ont élu pour lui comme ceux qui n'ont... Ah oui, voilà. Mais si ça commence à envoyer ces signaux, il doit vérifier. Oui, puisque maintenant tout le monde en parle. Hein, et ça, c'est malsain. Mais moi, pour l'essentiel, franchement, quand on a quelqu'un qui est très compétent, on le met. Je préfère qu'on mette quelqu'un de compétent, un expert sur les questions de logistique, des passations des marchés, plutôt qu'on mette DJ Trouble King. Voilà, par exemple. Bien. Donc, excusez-moi, chers téléspectateurs, quand même. Hein. Alors, un mot de la fin, je ne sais pas comment, si vous avez des propositions à faire, un petit conseil à donner à nos dirigeants par rapport à tout ce qui se passe, hein, quand vous voyez quand même la gestion. Non, c'est des grands garçons, ce sont des grandes dames, ils ont leur cabinet. Un mot de la fin. Qu'ils arrêtent RAM. Je suis là parce que nous en avons assez. RAM, c'est du vol. Vous ne respectez pas le peuple congolais quand vous lui prenez les peu qui est les siens. Ils ne viennent pas dans vos cabinets pour vous solliciter, leur améliorer la vie. Ils veulent être... Des gens ont même peur maintenant de communiquer. Est-ce qu'avec les 2 ans qui restent, on peut changer les choses? Bah, s'ils arrêtent, on peut toujours, mais surtout qu'ils arrêtent de prendre l'argent des rames. La plupart des Congolais, comment ils disent que les bilans est vraiment largement négatif. Hein. En tout cas, l'opinion est mitigée et surtout, ça va être plus compliqué. Il faut qu'on libère l'argent, qu'on arrête de prendre notre argent dans RAM. C'est tout ce que nous, on veut. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Encore et toujours RAM. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, le peuple appréciera. Mais on doit éviter 2 choses. Le prolongement indu des mandats, comme c'était avec Kabila après 2016, et des élections chaotiques et catastrophiques. Ça ne profitera à personne. Brandir la CENI comme un épouvantail, parce que maintenant on a débauché un peu partout, c'est qu'on a les clés des résultats prochains. C'est une erreur grossière. Bientôt les élections 2023 approchent à grands pas. Il y a déjà Martin Fayoulou qui se retrouve dans les grands Équateurs. Hein. Ali Salah, Moïse était à Kisangani pour l'implantation de son parti. À Kisangani, vous avez vu la tournée de Fachi. Donc, comment voyez-vous la Fachi était à Kisangani? Non, Fachi dans les Kasaï. Ouais. Moïse à Kisangani, tout ça, c'est déjà la campagne électorale, selon vous? Mais déjà, le président lui-même avait dit qu'il est candidat à sa propre succession. Et dans ses propos au Kasaï, en disant que il faut encore me voter pour que je fasse mieux. Alors, si ça, c'est pas une campagne, c'est quoi? Donc, disons que maintenant, on sent que les troupes se mettent en ordre des batailles. Et c'est sain pour une démocratie. Il faut que les choses soient comme ça. Chacun explique, chacun s'exprime. Il faut éviter l'intolérance. Il faut éviter d'empêcher certains de bouger. Et d'autres sur les réseaux sociaux. Hein, il faut se supporter. Hein, surtout, il faut éviter le recours à la tribalité. Oui. Parce que ce qui risque de se passer, des fois, nous qui fréquentons les gens dans les milieux reculés, croyez-moi, si nous ratons ces élections ici, et la phase dans laquelle nous nous retrouvons, même l'unité nationale est menacée. Donc les apprentis sorciers qui commencent à faire la manipulation ethnique, qui s'auto-encensent, commettent des erreurs graves. Je parie que le chef de l'État a les rapports sécuritaires réels de la situation de ces pays. Les frustrations sont trop fortes. Alors déjà, arrêtez de prendre l'argent des gens. Les peu que nous avons dans RAM, arrêtez. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Et comment voyez-vous l'avenir de la RDC, sombre ou radieux? L'avenir du Congo est radieux, disait Lumumba. Le Congo est un grand pays. Il exige de nous de la grandeur. Et ceux qui ne sont pas en mesure de faire de la grandeur, comme disait le cardinal émérite Mosengo, les médiocres sont bien priés de dégager. Ça sera tout, maître. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Eh bien, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.